donc ce musée qui a été inauguré en 1993 a été conçu dans le cadre d'un travail global qui avait été négocié entre la DRAC, l'État, la région, le département, et j'étais en quelque sorte chargé de mission et conservateur, chargé de reconstruire ce musée qui avait eu un petit souci, notamment dans les années 80. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a fait le bilan avec la DRAC, mais surtout avec la direction du musée de France, on a dit que ce projet était intéressant. Alors bien entendu, s'il permettait de reconstruire un récit, de remettre je dirais même en inventaire, en logique, etc., les objets, mais aussi parce qu'il y avait un projet urbanistique nouveau à partenay. Alors ce projet qui était négocié avec une convention, etc., faisait que non seulement on rénovait les remparts, non seulement on restaurait les monuments historiques, mais on essayait de donner de l'épaisseur en quelque sorte à une partie du patrimoine au moins qui était restaurée. La rue de la Vaux-Saint-Jacques est quand même un lieu qui a, je dirais un peu par les hasards de l'histoire, été conservé en partie, je dirais, du XVIe, XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Il y a bien sûr la Porte Saint-Jacques qui est pour moi le monument héraldique. C'est celui qui, en quelque sorte, symbolise la ville. On le voit d'ailleurs un peu partout, en photo, en reprise, en médaillon, etc. Donc c'était tout à fait logique aux yeux de la direction du musée de France et aux yeux d'une réflexion un petit peu plus approfondie qu'il était important de se situer par rapport à ce secteur en plein redéploiement, en pleine reconstruction même. Parce que je suis passé l'autre jour à la rue de la Vaux-Saint-Jacques et je trouve que c'est plus une rue qui meurt, c'est une rue qui est quand même reprise en main, qui a repris de la couleur, qui a été restaurée en partie, etc. etc. Donc c'est dans ce contexte-là. Alors après, le bâtiment lui-même. Bon, il fallait deux fonctions. Une fonction plutôt spectaculaire, dans le bon sens du terme, avec un centre de documentation, etc. Donc ça c'était la partie maison de culture du pays. Et puis il fallait cette maison de l'histoire. Le musée c'est peut-être un petit peu exagéré, encore que le travail qui est fait aujourd'hui est tout à fait intéressant. Dans ces, on va dire, 300 mètres carrés, il fallait trouver des solutions astucieuses, économes en espace, qui permettent de raconter tout ce que je vous ai expliqué. Et ça a été un travail avec quelqu'un du terroir, M. Perdriau, qui en plus, dans sa vie, était un moment important. Il cherchait à laisser quelque chose de significatif dans sa ville. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui est important? Il faut faire un peu un effet de miroir. Il faut être d'abord très respectueux de tout ce qui marque le temps, et en plus, tout ce qui ouvre sur la Porte Saint-Jacques. Et finalement, cette sorte de théâtre presque gallo-romain qui a été installé dans la course, ça c'est vraiment cet esprit-là. Donc il y a eu un débat. Il y a eu aussi un débat sur l'acoustique. Et ça, on le doit aussi à M. Baraton qui officiait dans le laboratoire là, de la Maison de Culture du Pays. On a essayé de réfléchir pour qu'au moins ça réverbère pas, notamment dans la salle d'exposition temporaire, même si elle est modeste, il ne fallait pas que ça parte dans tous les sens le son, que ça soit agréable. On a fait beaucoup d'ajustages. Et puis il y a eu tout le travail qu'on a réalisé encore avec la direction du musée de France sur l'éclairage. Il faut savoir que lorsqu'on ouvre en 1993, certes on est dans un tout petit musée de Poitou-Charentes, mais au niveau technologique on était vraiment à la pointe, puisque théoriquement, je dis bien théoriquement, et je suis sûr qu'aujourd'hui c'est obsolète parce que l'électronique ça évolue, théoriquement on pouvait contrôler plus ou moins tout ce qui était éclairage, faire des cycles, etc. etc. Et ça, c'était quand même bien dans le temps, voire même bien en avance. Oui, parce que même si on est dans un petit musée, si on prend des expressions simplistes, bon, il y a quand même cet effort des faïenciers. Hein, on voit ces pièces rutilantes qui nécessitaient un travail remarquable, à la fois des petites mains, comme par exemple Madame Emonod, mais aussi un travail de maîtrise des moulages, notamment que maîtrisait Prosper Junot. Et il faut quand même se dire qu'il fallait une sacrée expérience pour faire des pièces qui allaient, de toute façon, lorsqu'elles avaient été moulées, réduire, comme toutes les porcelaines, etc., d'au moins aux alentours de 10%, et en plus de les peindre avec des couleurs qui ne correspondent pas à la couleur définitive sortie du four. Donc on ne fait pas ça comme ça, hein. Il faut une excellente maîtrise du moulage, une excellente maîtrise de la peinture et de l'émaillage, et bon, techniquement, c'est quand même du beau travail.
Donc je suis arrivé à Parthenay, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la culture populaire, qui sont intéressés à faire des enregistrements des témoignages auprès d'anciens. Donc j'ai découvert un monde à la fois de gens et à la fois j'ai découvert qu'il y avait un musée à Parthenay. Enfin, plus qu'un musée, enfin il y avait des objets. Et je me souviens au Palais des Congrès, d'avoir été au Palais des Congrès, il y avait une salle où il y avait des objets, dont des faïences. Alors, au début des années 90, j'ai travaillé ici, à moitié pour l'UPCP et à moitié aussi pour le musée sur des expositions avec entre autres Daniel Bourdu, Serge Girard. Donc on a travaillé sur les expos de Champollion, on a travaillé en culture populaire sur les violons de Gatine, sur les jeux d'adresse. Donc ça m'a permis d'allier à la fois le côté traditionnel, culture populaire, et à la fois le musée. Commencer même par la préfiguration des maisons des cultures de pays, d'avoir quelqu'un qui s'appelait donc Jeannie Rouget, qui était à la culture à la ville de Parthenay, et qui, avec Michel Hervé, ont monté ce projet. Et ça, c'était intéressant pour que nous, on ait un siège social et une maison pour recueillir, pour assembler toutes les associations de l'UPCP, mais aussi pour montrer les objets de la ville, quoi. Ce qui est curieux, c'est moi, à 16 ans, j'écoutais aussi bien les Stones que plein de groupes de rock'n'roll, mais tout de suite, j'étais passionné par ce côté à la fois du musée, puis à la fois de ces gens qui racontaient leur vie. Et c'est ce qui m'a passionné, c'est d'aller à la rencontre de ces gens, de savoir, puis de recueillir des témoignages. Alors bon, on me disait, ouais, le musée, c'est un truc froid qui correspond à la limite, comme on pourrait voir un peu, parfois, ça reflète plutôt le côté un peu bourgeois, alors que nous, c'était plutôt la culture populaire auprès des gens, du peuple, etc. Mais moi, j'ai pas voulu tomber là-dedans. Pour moi, c'est une culture, c'est de la culture populaire aussi, puisque il y a des objets qui nous ont fait, qui nous ont bâtis, qui nous restent. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé entre le passage de l'Union Poitou-Charentes pour la culture populaire et le côté musée. Et je pense que dans toutes les régions, partout, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Enfin, j'aimerais. Alors, je ne sais pas si j'ai eu un rôle important, mais effectivement, j'ai fait tout un bail, si je puis dire, au service éducatif du musée. J'étais détaché par l'action culturelle du rectorat de Poitiers pour un petit nombre d'heures, mais qui était très important pour les enseignants. C'était, oula, ça a dû commencer, c'est difficile à dire, dans les années 90, puisque je crois que la première intervention que j'ai faite, c'était pour Parthenay, une aventure millénaire. Peut-être pas tout à fait le cadre du musée, c'était plus à la justice de paix. Hein, c'était une exposition qui avait été montée dans un cadre historique remarquable et qui retraçait un petit peu l'histoire, les origines et l'évolution de la ville de Parthenay. Hein, je crois que... Quel était votre rôle alors? Là, simplement, comme j'étais un enseignant d'histoire-géographie au collège Mendès France de Parthenay, mon rôle était d'emmener les classes, les miennes d'abord, et donc j'ai fait un certain nombre de fiches pédagogiques qui ont plu sans doute et qui ont été utilisées par d'autres collègues. Voilà. Voilà, c'était des fiches pour les enseignants? Non, pour les élèves. Moi, je suis avant tout tourné vers les élèves. C'était pour qu'ils ne soient pas passifs dans une exposition, mais au contraire très acteurs en quelque sorte, et qu'ils observent et
qu'ils aient envie de regarder et d'observer, et puis d'en tirer un certain nombre d'idées, bien entendu. Après cette exposition sur Parthenay, une aventure millénaire, on a fait Daniel Bourdu a fait une autre exposition sur Champollion, avec un collègue de Montcoutan, si je me souviens bien. Et alors là j'ai été partie prenante, parce que c'était vraiment de l'histoire. Et puis l'Égypte, c'était passionnant. Et puis de voir ces carnets, les carnets d'un observateur de l'Égypte, c'était merveilleux. Et là, moi, je me suis investi pas mal aussi. Ça a dû continuer, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on a fait comme autre exposition? On a travaillé sur les églises oubliées de Parthenay, peut-être. Un village, les archéologues, lors de l'édification de la Trois-Voies, je crois, à Soulièvre, ils ont mis en valeur un certain nombre de traces archéologiques intéressantes. Et on a exploité tout ça. Je crois que ça, c'est le rôle de Daniel, d'avoir monté toutes ces expositions. Et puis, moi, j'ai été l'intermédiaire entre les spécialistes et puis les enseignants et surtout les élèves. C'était quand même, il y avait déjà eu une grande évolution sur les musées. Ce n'étaient plus des musées poussiéreux et avec des vitrines fermées qu'on avait connues. Il y avait vraiment une mise en valeur des objets ou une transmission un petit peu des informations par d'autres supports que l'objet lui-même. Bon, je suis assez chauvin et il faut dire que tout ce qui touche Parthenay m'a été j'ai été très porté sur toute la culture et puis toute l'animation à Parthenay. Et dès qu'on parlait de Parthenay, bon, d'ailleurs on me le reprochait suffisamment que j'étais trop local et il fallait peut-être être un peu plus universel. Et donc là je me suis lancé. Il faut dire aussi que j'avais participé à un service éducatif aux archives départementales de Niort, des Deux-Sèvres, pendant 9 ans. Et j'avais pris goût à cette animation vis-à-vis des classes et vis-à-vis des élèves. Et puis, je crois que ça a été le grand tournant. Le musée était véritablement endormi, en sommeil. Il n'existait quasiment plus. Et Daniel Bourdu l'a revivifié. Et puis, il faut dire que la municipalité a aussi participé, puisqu'elle a mis à la disposition, elle a fait en sorte qu'il y ait une structure, des bâtiments, etc. L'objet n'est pas un objet historique, ce sont les maquettes. Les maquettes de Parthenay que j'ai trouvées sur le plan pédagogique remarquables. À la fois la maquette du centre-ville, de la citadelle, qui avec une mise en valeur des bâtiments, et puis surtout pour bien comprendre comment s'était organisée la ville, c'était merveilleux comme méthode de transmission vis-à-vis des élèves. Et puis la deuxième maquette, qui était une maquette plus contemporaine encore, puisqu'elle montrait la ville à une autre époque, dans son extension, pas maximale, parce qu'elle a continué à évoluer après, et là ça touchait encore plus le géographe que je suis, et ça permettait de montrer toute cette évolution. Ce sont les deux maquettes, ce ne sont pas des objets d'histoire, ce sont des objets de médiation. Et il faut dire aussi que ce qui m'a bien plu, c'est aussi lorsque, avec des spécialistes comme Arnaud Cléran, on s'est tourné vers la numismatique. Et ça a été remarquable aussi de monter cet atelier de numismatique. Faire comprendre ces pièces de monnaie, je crois que les élèves l'appréciaient, les enseignants aussi. Et puis la frappe, ça se terminait toujours par la frappe de la Florette de Parthenay, avec quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié, c'était Serge Girard, qui était le collaborateur technique. Et on a beaucoup œuvré dans ces ateliers de numismatique.
lors d'un rendez-vous avec Madame Cavaillès, on avait évoqué donc ce projet d'exposition concernant le musée de Parthenay, et elle m'avait demandé si j'avais des souvenirs. Bon, des souvenirs, je n'en ai pas beaucoup, mais je peux ajouter aux miens ceux de ma maman, qui est une parthenaysienne de souche, pure souche. Je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens, petite fille, du musée de Parthenay, est-ce que tu y es allée, etc. Et elle me dit, non, à l'époque, ce n'était pas dans les habitudes d'emmener les enfants voir les musées. Alors donc, petite fille, je ne l'ai jamais visité. Bon, maman était petite fille dans les années 30. Et donc, par contre, comme elle a une très très grande mémoire des noms des habitants de Parthenay, elle a pu me dire que le musée était situé en face la cure actuelle de Saint-Laurent, donc dans la rue Saint-Laurent, donc en face la Perception, enfin le musée était situé entre la Perception et la maison Puit, qui était une maison qui abritait un commerce d'œufs. Donc c'était monsieur et madame Blanchard qui occupaient les lieux. Donc monsieur Blanchard était, comment dirais-je, instituteur à l'école communale. Il s'occupait de la partie musée et sa femme, madame Blanchard, s'occupait de la bibliothèque. Et donc voilà donc les souvenirs de maman pour sa petite enfance. Et en 1935, lorsque le musée a été déplacé sur la place Picard, donc dans l'immeuble, enfin dans le bâtiment de la place Picard, bon, elle n'a pas visité le musée non plus, mais elle se souvient que c'était c'était Madame Robert, voilà, Madame Robert qui s'occupait du musée et qui ouvrait le musée à la demande. Et ensuite, elle a été, lui a succédé Madame Amar, qui elle-même devint par la suite la secrétaire du maire de Parthenay, du maire de Parthenay de l'époque. Voilà. Donc maman finalement est rentrée quand même une fois dans le musée dans sa jeunesse, puisque elle s'est mariée à la fin des années 40. Et le musée donc abritait la partie musée au rez-de-chaussée, et au premier étage il y avait les bureaux de la mairie, l'état civil, la salle des mariages. Et donc le jour de son mariage, elle est rentrée pour la première fois au musée de Parthenay signer les registres, quoi. Voilà, en ce qui concerne les souvenirs de maman. Moi j'y suis rentrée, j'y suis allée pour la première fois dans ce musée dans les années 58-59, parce que au niveau des services sociaux, il y avait Madame Bernard qui donc s'occupait de la distribution de bons de pain et de charbon pour les personnes à faible revenu de la ville. Et moi, je m'y étais rendue à une ou deux reprises prendre du sucre pour une personne âgée qui habitait dans mon quartier. Et bien alors ce que j'ai vu, bon, un hall d'entrée, des grands escaliers. C'était assez gris dans l'ensemble, hein, un petit peu tristouné, un petit peu humide. Est-ce qu'il ressemble au musée d'aujourd'hui? Pas du tout, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là tout est mis en situation, en valeur, il y a des lumières. C'est très agréable à déambuler ici. Il était assez proche du domicile de maman, donc bon, c'était dès qu'il a été ouvert, parce que je revenais ici bon, très souvent pour les vacances, quoi. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau à Parthenay, je vais voir ce qui a été créé, quoi. Donc dès l'ouverture du musée, je suis venue sur place et j'ai vu tout ce qui est mis donc en évidence des richesses de la ville, quoi. J'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup les faïences, et bon, souvent, enfin pas souvent, mais assez régulièrement, quand j'ai un petit moment de libre, je viens voir s'il y a des nouveautés ici.